Bonjour à tous. Je vous remercie de m'avoir invité à participer à cette journée. Je vais donc vous parler de l'atteinte cutanée dans la sclérodermie systémique. Alors, il y a plusieurs types de sclérodermie. Là, c'est un schéma assez complet. Mais pour faire simple, nous, en tant que dermato, on est amené beaucoup à voir des patients qui présentent une sclérodermie localisée, donc une atteinte cutanée. Et puis, ce qui vous concerne aujourd'hui, c'est la sclérodermie systémique. Donc, c'est une atteinte multi-organes, mais on est, nous également dermato, parfois amenés à voir des patients avec une sclérodermie systémique en consultation pour parler spécifiquement de cette atteinte cutanée. Alors, comme le professeur Achula l'a dit, il y a 3 acteurs, le système immunitaire, les fibres collagènes, la fibrose, et puis les anomalies vasculaires. Alors, l'atteinte cutanée dans la sclérodermie systémique, ce qui nous frappe, nous, quand on voit les patients en consultation en dermato, c'est que la demande, elle concerne essentiellement 2 régions. Donc, j'ai construit la présentation comme ça. D'abord le visage et ensuite les mains. La sévérité, elle va être très variable en fonction des patients. Il y a des patients qui sont atteints de façon très importante, d'autres qui n'ont pas grand-chose. En tout cas, ce qui revient souvent à l'interrogatoire, c'est que c'est très stigmatisant pour eux. C'est une nouvelle image de soi quand on se regarde dans le miroir. C'est source d'anxiété, et puis il y a une qualité de vie qui va être altérée. Alors, tout d'abord, l'atteinte du visage. Je vais vous parler des télangiectasies. Donc, ces petites taches rouges violacées qui sont disséminées sur le visage et qui peuvent même se localiser sur les lèvres et sur la langue et qui sont source de complexes sur le plan esthétique pour la plupart des patients. Donc vous voyez que l'atteinte, elle est très variable, encore une fois, selon les personnes. Mais il y a des personnes qui peuvent avoir vraiment que quelques petites lésions, mais qui vont être très complexées, et d'autres en avoir énormément et pas être gênées du tout. Donc il faut répondre à la demande. Si le patient est gêné, qu'est-ce qu'on peut proposer? Alors il y a 2 façons de faire, le maquillage couvrant ou le laser vasculaire. Ça dépend vraiment de notre discussion qu'on va avoir avec le patient en consultation. Alors le maquillage couvrant, donc ça c'est assez simple, mais tout le monde n'est pas adepte. En tout cas, je parle là des patientes parce que les patients vont être moins favorables à ça forcément. En tout cas, on sait que pour cacher les taches rouges sur le visage, il faut utiliser un maquillage vert. Vous voyez, ça contre le rouge, le maquillage vert. Donc on utilise un stick vert qu'on va déposer sur chaque petite tache rouge. Il faut ensuite mettre le fond de teint, la poudre. Donc quand on a été entraîné, qu'on a bien l'habitude, ça prend 5 minutes le matin. Et ça couvre bien les rougeurs. Ça peut aussi masquer les dyschromies qu'on peut avoir dans certains cas de sclérodermie, cet aspect brunâtre ou blanchâtre par moment. Alors, je vous montre des photos de rougeurs qui peuvent être bien cachées par le maquillage couvrant. Là, c'est un exemple de lupus cutané, une patiente qui a des taches, rouges sur le dos du nez, donc avec le stick vert, le maquillage couvrant et la poudre. Et puis là, pour vous donner un exemple encore plus impressionnant, c'est un angiome-plan, donc ce qu'on appelle la tache de vin. Donc c'est une coloration qui est très très rouge, rouge foncé chez cette jeune fille. Et vous voyez qu'avec le maquillage couvrant, donc là c'était un selfie qu'elle nous avait envoyé parce qu'elle était contente d'avoir pu reproduire le maquillage elle-même le matin chez elle par rapport à ce qu'on lui avait appris. Donc vous voyez qu'avec la base verte, le maquillage, le fond de teint puis la poudre, on ne voit rien du tout. Alors, il y a quand même des patients qui ne vont pas être trop adeptes du maquillage, qui préfèrent une solution plus radicale, entre guillemets. Donc, dans ces cas-là, on peut proposer le laser vasculaire. Alors, le laser, c'est une lumière qui va rentrer dans les petits vaisseaux au niveau du visage. Ça cible l'hémoglobine, ces petites particules-là qui sont dans les vaisseaux sanguins. Ça va se transformer en chaleur dans le vaisseau. Et cette chaleur, elle va être diffusée aux parois du vaisseau, qui va être donc détruit. Donc c'est un procédé thermique qui va détruire les vaisseaux. Ce qui fait qu'on a immédiatement après la séance ce coup de soleil qui va durer quelques jours. Alors on peut demander une prise en charge à la sécurité sociale pour les séances. La séance c'est assez rapide, c'est une dizaine de minutes. C'est pas forcément très agréable, mais on peut prendre un peu plus de temps, on s'adapte en fonction des patients. Ça fait comme des coups d'élastique sur le visage en fait. La zone centrale, centrofaciale, c'est un peu plus sensible que les parties périphériques. Donc on s'adapte. Donc après, comme je vous l'ai expliqué, c'est un coup de soleil, puisque c'est un procédé thermique. Donc il faut simplement mettre une crème apaisante pendant quelques jours, biafine, cicalfate, etc. Et bien sûr, comme c'est une maladie chronique, les lésions vont avoir tendance à réapparaître. Donc on propose de voir les patients une fois par an dans le centre laser pour leur refaire une séance, un traitement d'entretien en fait. Le deuxième problème, c'est concernant le visage, la sclérose cutanée. Donc on va avoir cliniquement la peau du front qui va être très lisse, une peau cireuse.
La perte d'expression faciale, le visage qui va être comme figé. Alors pour ce qui est de la sclérose cutanée, je n'ai bien sûr pas de solution sur le plan dermato, je n'ai pas de crème miracle, mais il y a ces médicaments qui vont pouvoir peut-être donner une certaine amélioration pour les patients qui sont gênés par la sclérose cutanée. En tout cas, on sait que ces patients ont souvent la peau très sèche, ça peut être très inconfortable. Et pour l'hydrater, il y a quelques conseils que je vous donnerai après, mais le topique le plus souvent utilisé et qui est le mieux toléré, c'est la cold crème. C'est une base hydratante avec de l'oxyde de zinc, de l'oxyde de cuivre, et qu'il n'y a pas de parfum dedans. Donc c'est très bien toléré et c'est très efficace pour bien hydrater la peau du visage. La demande la plus importante, ça va concerner bien sûr la région de la bouche. On a des plis radiés péribucaux qui apparaissent assez vite, qui donnent un aspect plus vieux au visage, des lèvres qui vont s'affiner, et puis une diminution de l'ouverture buccale qui va gêner l'alimentation et qui peut gêner aussi la réalisation des soins dentaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer à ces patients? C'est difficile à prendre en charge. Le laser abrasif, c'est une technique qui est... il n'y a pas beaucoup de publications, hein, elle est très peu utilisée. Il y a peu de publications, puis en plus, il y a peu de patients dans chacune de ces publications. Donc, je vais vous présenter les résultats de la toute dernière étude qu'il y a eu sur le sujet. Donc, le but, c'est d'atténuer ces ridules périlabiales et d'essayer d'augmenter l'ouverture buccale. Donc, c'est un traitement qui se fait sous anesthésie locale. Dans cette étude, ils ont réalisé 1 à 3 séances. Donc, il n'y avait que 4 patients dans l'étude. C'est vraiment pas beaucoup. Et les séances étaient espacées, vous voyez, de 8 à 12 mois. Et donc les résultats, ils sont quand même assez spectaculaires parce que 3 mois après la première séance, ils ont obtenu une augmentation de l'ouverture buccale de 5 mm de plus. Et puis les résultats se sont encore améliorés un petit peu au fil des mois puisque à un an après la première séance, plus 8,5. Alors au prix de ça, cet aspect post-traitement avec un aspect de peau abrasée comme brûlée sur des impacts de 5 mm. Donc attention à la surinfection herpétique, il faut des soins locaux vraiment pluriquotidiens de désinfection. Ça prend une quinzaine de jours pour cicatriser. Donc voilà, je vous ai présenté des très bons résultats, mais attention, ça ne correspond qu'à 4 patients. Et dans les quelques autres publications qu'il y a, à nouveau, il y a très très peu de patients dans les études. Et puis en plus, on ne connaît pas très bien les mécanismes d'action du laser CO2, donc ce laser qui ponce la peau. Donc on n'est pas très bien les mécanismes d'action sur la fibrose cutanée. C'est pas très bien connu. Donc ça mérite encore plusieurs études sur le sujet. Alors, une autre technique, le comblement par injection de graisse du patient lui-même dans la région péribuccale, s'appelle le lipofilling. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler ou ont pu en bénéficier, puisque au CHR, le service de médecine interne collabore avec le service de chirurgie plastique, et en particulier le docteur Pasquezone, pour le proposer aux patients, mais c'est assez récent. Donc on prélève la graisse au niveau de la face interne du genou du patient. Ça se fait sous anesthésie générale. On centrifuge, on récupère les cellules graisseuses qu'on réinjecte au niveau du visage. Vous voyez, il y a plusieurs points d'injection, sillon nasogénien, les lèvres, le menton. Alors, qu'est-ce qui est dit dans la littérature? Que c'est toujours très bien toléré, avec un hématome au point de prélèvement et au point d'injection, une douleur locale qui est assez modérée. En tout cas, une amélioration esthétique à 6 mois qui est vraiment satisfaisante pour le patient. Là, je vous montre des photos de publication avant et 6 mois après. Et puis une amélioration fonctionnelle qui est considérée comme significative à 6 mois avec une ouverture buccale de près de 4 mm de plus. Donc qui peut être intéressante pour les patients sur le plan fonctionnel pour aider les soins dentaires ou l'alimentation. Ça reste à développer, hein. Que penser des injections d'acide hyaluronique? Alors, surtout pas, c'est contre-indiqué dans les maladies auto-immunes. C'est vrai que ça pourrait être tentant pour certains médecins de le proposer parce qu'on veut repulper les lèvres qui se sont affinées, mais en fait, ça va faire pire que mieux. Ça risque de déclencher une réaction immunitaire, une grosse réaction inflammatoire avec ce qu'on appelle des granulomes. Donc, c'est un épaississement de la peau qui va apparaître rougeâtre et ça peut être définitif. Donc, sur le plan esthétique, c'est pas du tout une bonne idée. L'autre demande des patients, c'est la teinte des mains.
Alors, quand on a des téléangiectasies, eh c'est le même principe que tout à l'heure, ce que je vous ai expliqué pour le visage. Le laser vasculaire, ça marche très bien également. Il faut répéter les séances, bien sûr, parce que des lésions vont réapparaître au fil du temps. Pour ce qui est de la sclérose cutanée, donc, on a une perte d'élasticité, une peau qui va s'épaissir, qui va être difficile à pincer, comme vous voyez sur la photo de droite par rapport à la photo de gauche. Une sclérodactylie, donc les doigts qui deviennent de plus en plus durs, qui s'affinent au bout. Ce qu'on appelle le signe de la prière, c'est la rétraction des doigts en flexion. La peau est très sèche quand on a une sclérodermie, une sclérodactylie. Là encore, ce qu'on peut conseiller, c'est la colle crème pour les mêmes raisons que je vous ai exposées tout à l'heure. Mais quand on voit les patients en consultation, on essaye de trouver ensemble le meilleur topique pour améliorer la sécheresse des mains. On peut parfois souffrir de fissures, de crevasses. Alors dans le temps, on proposait beaucoup ce qu'on appelle le baume du commandeur, mais ça pique énormément. Ça brûle pour certains d'entre vous qui ont déjà essayé. Ça marche bien, mais ça brûle vraiment beaucoup. Et maintenant, heureusement, ces dernières années, il y a beaucoup de progrès dans les laboratoires. Ont développé beaucoup de topiques qui sont beaucoup mieux tolérés, qui sont très cicatrisants. En particulier l'Aquaforce, c'est comme de la vaseline. Ça marche très bien, c'est indolore et ça fait bien cicatriser les fissures. Alors, les ulcères digitaux, ça c'est un gros problème parce que c'est très douloureux et que ça met beaucoup de temps à cicatriser. Ça peut être d'origine ischémique. Alors, en général, ça va être situé sur la pulpe des doigts, les bords latéraux des doigts, ou ça peut être multifactoriel. Et dans ces cas-là, ça va plutôt être localisé sur le dos des doigts au niveau des articulations, dû surtout aux coups répétés à ce niveau-là. Et ça peut venir aussi d'extrusion de ce qu'on appelle la calcinose, donc ces dépôts calcaires dans les tissus mous qui peuvent donc s'extraire à la peau. Ces dépôts, on les voit en radio. Et donc ça, c'est très douloureux. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est essayer de les prévenir. C'est un peu les mêmes mesures, que quand on a un réno. Hein. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont éduqués par rapport au réno. Lutter contre le froid, les vêtements chauds, les gants chauds, ne pas fumer. Éviter certains médicaments, tout ce qui est vasoconstricteur, en favoriser d'autres. Tout ça, c'est vu quand vous êtes reçu en consultation de médecine interne. Je pense que tout ça, c'est bien vu en long, en large et en travers. Éviter les traumatismes au niveau des mains. Alors, quand on fait du bricolage, quand on fait du ménage, il faut porter des gants. Éviter les coups. Vous voyez ce que ça peut donner là sur le dos des doigts. Et bien hydraté, encore une fois. Et ça, il y a très peu de patients qui le savent, finalement, mais il faut éviter les savons moussants, tout ce qui est produit parfumé, parce que ça agit comme un détergent, ça décape complètement, ça assèche encore plus. Ça aggrave la xérose cutanée, la sécheresse cutanée, ça fragilise la peau. Donc pas de produits moussants pour les mains. Éviter les bains prolongés, pour la macération. Et on va conseiller de laver les mains. Donc j'ai mis des exemples de produits, mais il faut que ce soit un savon sur gras, un Syndette, une crème lavante. Donc tout ce qui est colle crème pour le lavage des mains ou une colle crème hydratante après le lavage des mains en massant, ça marche très bien. Donc retenez bien les colles crème pour la peau sèche du sclérodermie. Alors ensuite, je vais vous parler du traitement en eux-mêmes des ulcères digitaux quand ils sont là. Bien sûr, pas des traitements par voie générale parce que ça, c'est vu en médecine interne. Moi, je vous parle des soins locaux. C'est pour ça que j'ai souligné les soins locaux. Les soins infirmiers. Alors, vous pouvez les commencer vous-même. Nous, c'est ce qu'on explique aux patients, par exemple, qui viennent chez nous au plateau technique en cicatrisation, qui ont des ulcères de jambes, par exemple. Très souvent, ce qu'il y a comme problème, c'est que l'infirmière à domicile, elle a beaucoup de monde à voir. Et elle ne va pas pouvoir prendre autant de temps pour chacun. Donc on peut essayer d'avancer un petit peu les choses. Alors ce que vous pouvez faire très simplement, si vous avez des ulcères digitaux avec des soins infirmiers, c'est déjà nettoyer la plaie à l'eau, au savon de Marseille, tout simplement de l'eau du robinet. Alors, pas d'antiseptique, pas mettre de biseptine, parce que ça peut aggraver les choses, en fait. Hein. Ça peut entraîner un retard de cicatrisation. Puis on a aussi des cas d'eczéma de contact avec la biseptine. Donc une fois que vous avez bien nettoyé, vous rincez, et ensuite, il vous aura été prescrit de la crème anesthésiante, de la crème EMLA, que vous mettez 30 minutes donc, avant le passage de l'infirmière. Ça va endormir la plaie, et elle pourra ensuite bien travailler de son côté. Donc vous voyez, vous avez toutes ces choses-là à faire une demi-heure avant son passage, ça va bien l'avancer. Et elle, quand elle arrive, elle n'aura plus qu'à essayer de faire quelque chose qui n'est pas très agréable pour les patients, mais qui est très important pour la cicatrisation, c'est de décaper la fibrine avec un petit instrument qui s'appelle une curette. On gratte la fibrine, donc l'enduit jaune qui empêche les berges de se refermer. On sèche avec les compresses et ensuite on met un pansement adapté. Alors, il existe plein de pansements pour tout ce qui est plaie.
Mais pour faire le plus simple possible pour les ulcères digitaux, je vous ai mis l'exemple de pansement qui est le plus souvent donné. C'est l'association hydrogel-tulgras. C'est vraiment l'idéal. Pourquoi? Parce que c'est très bien toléré, c'est indolore et ça marche très bien pour hydrater ces plaies sèches d'ulcères digitaux. Un hydrogel, mais c'est par exemple le plus donné le Purilon. Vous voyez, ça se présente sous forme d'une poire avec un gel transparent qui sort et qui va hydrater les plaies sèches. On recouvre le tout d'un tulle gras, le plus souvent du Gélonette par exemple, qui est un tulle vaseliné. Surtout ne pas mettre de compresse sèche par-dessus le Purilon, puisque sinon la compresse va absorber le Purilon, donc ça n'a aucun intérêt. Et puis ensuite, vous recouvrez le tout d'un pansement. Alors il existe un pansement qui est très pratique pour les doigts, mais qui n'est pas remboursé. C'est le doigtier Adaptic Dizit. Vous voyez que c'est un pansement qui va s'enrouler le long du doigt. C'est un pansement siliconé, en fait, qui se déroule et qui permet de bien maintenir le pansement en place et d'éviter aussi les petits traumatismes en regard. Mais bon, 17 €, une boîte de 3. Sinon, plus simple, des pansements type Cosmopore ou autres pansements dans le commerce qu'il faut découper, il faut faire des encoches en haut et en bas et ça permet de bien maintenir le pansement en place sur le bout du doigt. Parce que c'est pas forcément évident de faire un pansement sur le bout d'un doigt pour le maintenir en place toute la journée, voire même 48 heures, puisque c'est en 48 heures que le gel Purilon et le Gélonette pourront bien agir pour ramollir la fibrine et puis que l'infirmière puisse à nouveau gratter pour favoriser la cicatrisation. Et je vais terminer par ce petit exemple, un ulcère digital d'origine ischémique, un ulcère digital sur calcinose. Donc la conduite à tenir, pour récapituler, donc, on nettoie l'eau et au savon, pas d'antiseptique, sauf s'il y a une surinfection locale, avec un état inflammatoire autour. L'anesthésie locale, une demi-heure avant le passage de l'infirmière, ça peut être intéressant pour l'avancée, donc avec la crème EMLA. Elle va décaper la fibrine ou les calcifications. Elle reste en sérum physiologique, sèche à la compresse. Et ensuite, on a le pansement, donc souvent Purilon Gélonette, le pansement secondaire par-dessus. Et on renouvelle toutes les 48 heures. C'est l'idéal. Quand on est sur une cicatrice d'ulcère, là, on peut laisser à l'air, mais il faut continuer à bien hydrater. Encore une fois, avec la fameuse cold crème, c'est très bien, une à plusieurs fois par jour. Voilà, donc la sclérodermie, c'est une maladie multidisciplinaire. Je pense que vous l'avez vu dans la présentation du professeur Achula qui est revenu là-dessus. Et le dermatologue peut parfois vous aider, en particulier pour les atteintes du visage et puis l'atteinte des mains. Je vous remercie.